Bonjour Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici, on prône pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. Quand on regarde les pyramides d'Égypte, les murailles de Benin City par exemple, il y a Bénin, quand on regarde les châteaux forts africains, quand on regarde les grandes forteresses, une question revient très souvent. Comment ces monuments ont-ils été construits sans machine industrielle? Pendant des années, on a préféré répondre avec des théories fantaisistes. On a parlé d'extraterrestres, des civilisations disparues, des technologies mystérieuses, et tout cela, tous ces récits ont un point commun. C'est le refus de reconnaître le génie africain. La vérité est pourtant simple. Les monuments africains sont le résultat de la connaissance scientifique, d'une bonne organisation et d'une force collective qui lui est propre. Géométrie, astronomie, architecture, maîtrise des matériaux, travail en chaîne, coordination, synchronisation, tout cela formait une ingénierie sociale d'une efficacité incroyable que nous verrons plus tard. Du coup, nous allons voir aujourd'hui comment l'Afrique a construit ses chefs-d'œuvre. Nous allons voir que ces constructions monumentales ne relèvent pas d'un miracle, mais plutôt d'une intelligence mise en œuvre, de la discipline et de l'unité de son peuple. Je vous demande donc de prendre place dans votre canapé, sur un banc ou là où vous voulez, tout en sirotant un bissap. Générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous présenter mon premier livre jeunesse intitulé Le voyage de Zion à travers Kwanzaa. C'est une belle histoire illustrée destinée aux enfants de 3 à 8 ans qui raconte l'aventure de Zion, un petit garçon curieux qui part à la découverte des 7 principes de Kwanzaa. Ce livre a une particularité très importante, c'est qu'il met l'enfant au centre de l'histoire. Donc votre enfant peut facilement se projeter dans le personnage de Zion, qui est le héros principal, car ici, ce n'est pas un adulte qui va guider l'histoire, mais l'enfant lui-même qui va agir, qui va explorer et qui va affronter chaque défi avec courage. Pour faire ce voyage, Zion, le héros principal, reçoit une arme secrète et précieuse que vous découvrirez dans le livre. Cette arme lui permet de découvrir à travers ses propres expériences la richesse de chaque principe et la profondeur des valeurs de Kwanzaa grâce au soutien de sa famille. Le livre est rempli d'illustrations colorées et éveille la fierté, stimule l'imagination et nourrit la conscience culturelle. Il a été conçu pour célébrer les racines africaines, encourager l'amour de soi et donner aux enfants des outils pour grandir en confiance. C'est une lecture à partager en famille, dans les écoles, dans les centres culturels ou dans les centres associatifs. Et puisque nous approchons de la fin de l'année et donc la célébration de Kwanzaa, ce livre est un cadeau idéal pour transmettre ces valeurs, créer un moment chaleureux en famille et initier les enfants à cette belle fête. L'ouvrage existe en 2 versions, donc version française, version anglaise, et les deux sont disponibles dès maintenant sur Amazon et seront disponibles très bientôt sur Tameri. Ceci dit, passons maintenant à notre sujet du jour, la construction monumentale africaine, comment l'Afrique a construit ses chefs-d'œuvre. Je vous présente tout d'abord un extrait du film Grande Pyramide K19 où Femi Krasniqi élude toutes les théories émises sur le sujet, donc sur la construction des pyramides, par exemple. Faute d'explications rationnelles et cohérentes, nous avons aujourd'hui toutes sortes de théories, les unes plus déroutantes que les autres, et toujours sans preuve. C'est le cas de ce documentaire et de beaucoup d'autres. Les documentaires laissent comprendre qu'il s'agit soit d'extraterrestres qui ont bâti les pyramides, soit une civilisation disparue, les Atlantes, ou bien les deux ensemble, main dans la main. Ils vivaient sur Terre et avaient assimilé une grande connaissance technologique. Suite aux changements climatiques brutaux ou à une catastrophe naturelle, les Atlantes et l'Atlantide ont disparu il y a 10 000 ans sans laisser de traces. Bref, les seules traces qu'ils aient laissées, ce sont les pyramides. Ensuite, les Égyptiens arrivent, trouvent ça très beau et décident de les entretenir. C'est ce que pensent Graham Hancock et beaucoup d'autres.
Une théorie très logique, puisque pour couper le granit, il faut une machine comme celle-ci. Ce qui veut dire qu'il faut de l'électricité, une centrale électrique, des machines en acier, des ingénieurs, des écoles et des universités. Bref, 5000 ans d'évolution technique et scientifique. Concernant les constructions des pyramides, ils n'avancent aucune explication scientifique. Ils sont tous unanimement d'accord. Ce ne sont pas des tombes. Selon eux, les Atlantes ou des bâtisseurs anciens inconnus ont coupé ces pierres avec des machines puis ont construit tout ce qu'ils voulaient. Ensuite, ils ont légué ces machines aux Égyptiens, qui les ont utilisées pour faire des statues et pour graver les batailles, mariages, naissances, etc. en hiéroglyphes. Enfin, les Égyptiens ont détruit tous ces outils sans laisser de traces. Après avoir construit les pyramides, les Atlantes ont confié le ménage et l'entretien aux Égyptiens. Certains pensent que la pyramide était un instrument hydraulique, mais on ne sait pas dans quel but. Pour d'autres, la pyramide serait un récepteur-émetteur pour se connecter avec d'autres univers et le sarcophage pour allonger la vie. On se couchait dans le sarcophage et hop, quelques heures plus tard, on avait rechargé 100 ans de plus. Pour Chris Dunn, la pyramide de Khéops serait une centrale énergétique utilisant des ondes et des résonances magnétiques, des systèmes antigravitationnels. Affirmation appuyée avec de nombreuses conférences, des présentations et des voyages dans le monde. Dans cette nébuleuse, les artistes ont aussi leur mot à dire, en épaississant toujours plus le mystère. Mais les extraterrestres et les Atlantes n'ont laissé ni traces ni matériaux. Pas de fer, ni d'acier, pas de cristal, ni de plastique, pas de métaux ou de matériaux composites. Que des pierres. Bizarre, non? On attend toujours de voir les extraterrestres sur les grandes chaînes du journal de 20 heures filmées en HD. À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve de civilisation ultra développée ou d'extraterrestres antérieurs aux Égyptiens. Bref, une mixture incroyable, on n'y comprend plus rien. Tout le monde est d'accord sans exception sur une chose. Pas de cheval, le bois était rare, pas de roues, pas de fer, ni de mathématiques, bref, l'Égypte était au stade post-primitif. Les humains viennent de sortir de l'âge de pierre et ils se mettent à construire des pyramides phénoménales avec des propriétés mathématiques et non pas une, mais une centaine. Des pyramides complexes, sans explication crédible sur leur construction. Des obélisques granitiques gigantesques en un seul morceau avec des hiéroglyphes parfaitement gravés. Des temples imposants. Des murs à la conception compliquée. De la poterie à couper le souffle en durite, basalte, granit, impossible à tailler avec les machines les plus sophistiquées. Des statues monumentales en granit, quartz, schiste, les matériaux les plus durs. Des mathématiques et une géométrie de haut niveau comme par hasard. Alors, qui l'a construite et comment? Les Égyptiens? Les extraterrestres? Les Atlantes? Les extraterrestres associés avec les humains? Y a-t-il une évolution linéaire et graduelle de l'humanité ou un zigzag? À qui le trophée? Une question et deux réponses. Comment construit-on une pyramide? Si vous savez comment, vous savez qui? Nous avons de la chance à ce niveau car le film Grande Pyramide, K-19 de Femi Krasniqi nous apporte une réponse réaliste et rationnelle. Je dis bien réaliste et rationnelle. Donc les pyramides et par voie de conséquence, tous nos monuments ont été construits par des connaissances scientifiques, par l'organisation humaine et sûrement pas par des forces mystérieuses. Contrairement aux théories surnaturelles et extraterrestres, comme vous avez pu le voir dans le film, Femi Krasniqi démontre que ces monuments résultent d'un savoir-faire scientifique, d'une coordination sociale, d'une organisation méthodique réalisée en file humaine, ce qu'il appelle la file africaine. Et moi, j'ajoute à cela le fait d'une mobilisation communautaire et le rôle que joue le chant dans les travaux très physiques en Afrique. Car dans l'optique communautaire, la force individuelle devient une puissance collective. Imaginons des centaines d'ouvriers alignés en chaîne humaine ou en file africaine qui déplacent, coulent, moulent, transportent des briques, des pierres, des bois et autres éléments comme sur un tapis roulant. Avec des chants qui rythment le travail et synchronisent les gestes. À ce moment-là, la question scientifique centrale serait: les pratiques contemporaines observées dans les chantiers communautaires africains peuvent-elles confirmer la validité historique de ce modèle de travail communautaire réalisé en chaîne humaine? Donc, dans cette présentation, nous allons aller voir comment est-ce que nos réalités en termes de construction monumentale expliquent ce qui s'est fait dans le passé.
Nous arrivons au point sur les fondements matériels et techniques. Il faut savoir que les grands monuments africains ne sont pas nés du hasard, en fait. Ils reposent sur trois piliers essentiels. J'ai cité un petit peu plus haut. Donc, la science, les connaissances scientifiques, les matériaux et l'organisation. Sur les savoirs scientifiques, il fallait maîtriser la géométrie pour tracer les plans, maîtriser l'astronomie pour orienter les monuments, maîtriser la métrologie pour garantir la précision et maîtriser l'architecture pour assurer la stabilité du monument à construire. Ensuite, il y avait les matériaux locaux. Donc, nos ancêtres, il faut savoir qu'ils travaillaient avec des éléments et matériaux trouvés sur place. Donc, on avait par exemple du granit, du calcaire, du basalte, du bois, de la terre crue, du corail, donc des éléments qui étaient dans l'environnement. Et enfin, il y avait des outils. Il n'y avait pas des machines industrielles telles qu'on peut le voir aujourd'hui dans le monde du BTP, par exemple, mais il y avait des pioches, des roues, des marteaux, des pelles, des ciseaux, des leviers, des cordes, des paniers, des rampes, des rouleaux et des serrures. Donc des outils simples, utilisés avec intelligence. Quand on met ces trois éléments ensemble, donc les connaissances scientifiques, les matériaux et les outils, comme fondement matériel et technique, on comprend comment l'Afrique a pu bâtir des monuments capables de défier le temps. Je vous mets un film qui illustre la connaissance scientifique dans le domaine de la construction. Si on divise la largeur de la pyramide par la moitié de la hauteur, on obtient pi 3,14. On trouve également le nombre d'or et le pi dans la chambre du roi. Les faits sont là et tout le monde peut le vérifier sur place ou avec des documents officiels. Ces deux chiffres et beaucoup d'autres sont des constantes universelles. Les constantes universelles sont les frontières infranchissables de notre réalité, un peu comme les règles d'un jeu. Officiellement, le pi est découvert par Archimède vers 287 avant Jésus-Christ. C'est du simple hasard, crient les égyptologues. C'est voulu, s'entête Jacques Grimaud. Rainer Stadelmann trouve un pyramidion à Dachour qui mesure 100 cm de hauteur. Les égyptologues sont unanimes, c'est du hasard là aussi. Donc l'unité métrique, on la retrouve sur la Grande Pyramide, notamment dans la chambre haute. Il y avait une publication en 1952 du docteur Funk-Ellet qui avait proposé que la Grande Pyramide, qui avait une chambre haute qui était un double carré au sol, avait un périmètre de 60 coudées ou de 10 fois le nombre pi en mètres. Donc ça, c'est la première fois que l'unité métrique a été proposée comme mesure employée par les Égyptiens, en plus de la coudée royale. La chambre du roi, elle, sera construite avec la dimension de 10 coudées par 20 et 11,18 coudées de hauteur. Certains peuvent supposer que les Égyptiens, simples d'esprit, se sont dit « Faisons la chambre du roi en 2 cubes simples côte à côte et c'est réglé. Rien d'exceptionnel. » Vraiment ? En effet, c'est ce petit 11,18 coudées qui nous fait encore une fois découvrir d'une manière spectaculaire le niveau scientifique atteint par les Égyptiens. Les 4 constantes universelles, pi, le nombre d'or, le nombre royal et le mètre, vont être fusionnés de la manière la plus parfaite et incroyable qu'il soit. Si on relie par des traits les coins de la chambre, on découvre que le périmètre de la chambre fait 31,416 mètres, soit pi en dixième de mètre. La somme des 3 côtés de ce triangle est égale à 52,36 coudées, la constante royale. Ce triangle est le triangle sacré d'Isis, 3, 4, 5. Et maintenant, oubliez les unités de mesure, le mètre, la coudée, le pouce, le yard, le mille, etc. L'idée des Égyptiens est d'exprimer le chiffre 100 et de construire la chambre avec 100 pierres. Ils vont choisir 7 numéros pour que la totalité fasse 100. Ils calculent leur racine carrée. Ensuite, le nombre d'or, phi, au carré, multiplié par la racine carrée de 4, 5, 9, 16, 20, 21, 25. Pour nous montrer 4500 ans plus tard que ces équations sont correctes, avec les résultats de ces équations, ils vont construire la chambre en mètres. Ceci démontre que la chambre du roi est construite directement avec l'étalon sacré, l'universel, le centimètre. Voilà le niveau scientifique des Égyptiens. Voici quel est notre savoir, nous disent-ils. Ils n'ont pas gravé les équations en hiéroglyphes, mais ils ont utilisé les mathématiques pour exprimer leurs connaissances. Ici, tout est réalisé en granit inaltérable pour que ce message ne bouge pas d'1 millimètre dans le temps.
Ce message, cette prouesse scientifique, enveloppera l'âme du dirigeant de cette grande civilisation, nommé Khéops. Les Égyptiens avaient compris l'essentiel, que Dieu, ou l'architecte de l'univers, a construit la nature et toutes ses composantes à l'aide d'une matrice qui s'appelle les mathématiques. Ils se sont ensuite appliqués à leur tour comme des dieux. Ils ont intégré les mathématiques partout, ce qui les a profondément connectés à la nature. Cette façon de construire, basée sur les constantes universelles, sera répandue partout sur Terre au fil des millénaires. Les cathédrales, les églises et diverses constructions seront réalisées avec la coudée, le mètre, pi et phi, qu'on nommera mystiquement la géométrie sacrée. C'est pour cette raison que lorsqu'on entre dans une cathédrale, on se sent bien et immédiatement apaisé. Nulle part dans le monde n'existe un monument ou un objet tel que la pyramide de Khéops. Dans son livre de 311 pages, La chambre de Khéops, l'auteur exprime son admiration en seulement 4 phrases. Il serait vain d'y chercher des traces d'improvisation, de modification ou d'imperfection. Du sol au plafond, tout est parfaitement réalisé, dit Gilles Dormian. Le plus grand architecte de l'histoire de l'humanité est Emionu, celui qui a conçu la pyramide de Khéops, avec moins de 1% d'erreur. Les pyramides ne sont pas alignées avec les 3 étoiles du milieu de la constellation d'Orion, comme le soutient Beauval. L'étoile Alnitak tombe 150 mètres au-delà de la pyramide de Mykérinos. 150 mètres d'erreur, c'est énorme et invraisemblable comparé à la précision de 1 cm de l'alignement des pyramides. Les 3 pyramides sont alignées sur les étoiles Beltégeuse, Alnilam et Rigel. La corrélation est parfaite. Képhren construira également la grande chaussée alignée avec le lever nocturne d'Alnilam. La pyramide est bien un cénotaphe pour l'âme. Un monument spirituel où le maître, la constante royale, le pi, le nombre d'or, la chimie, le temps, les mathématiques, l'astronomie sont inscrites. Un souvenir pour les générations à venir. Tout était planifié. Les travaux suivaient les saisons et les moments où la communauté pouvait se mobiliser. Pour le cas de l'Égypte antique, par exemple, c'était durant la période d'Aket, donc vous connaissez la période de l'inondation qui partait de juillet jusqu'à octobre, que le peuple était mobilisé pour la construction des grands monuments et rien n'était laissé au hasard. Chaque équipe avait un rôle précis, extraction, transport, moulage, assemblage, soutien, etc. Donc il y avait des chefs de chantier qui coordonnaient l'ensemble, donc l'ensemble de tous ces travaux. Il y avait une logistique qui était maîtrisée, donc avec des outils, comment apporter de l'eau, de la nourriture, comment héberger les ouvriers par milliers de personnes. Tout ça était coordonné. Il faut dire que les tâches étaient synchronisées comme une seule machine. Les équipes tournaient pour éviter l'épuisement et la supervision garantissait la qualité et la sûreté. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette organisation rigoureuse, collective et disciplinée est la clé. C'est elle qui a permis de transformer la force de milliers de personnes en un monument capable de traverser des millénaires. Donc, la force collective permettait de construire un monument. Parlons maintenant de la chaîne humaine. Il faut dire qu'au cœur de la construction monumentale africaine, il y a un principe simple, puissant et encore visible aujourd'hui, qu'est la chaîne humaine, ce que Femi a appelé la file africaine. Dans de nombreuses régions d'Afrique, les chantiers communautaires fonctionnent toujours ainsi. Les équipes d'ouvriers vont se placer en file et chaque équipe avec une tâche précise. Donc, les équipes qui vont extraire, qui vont transporter, qui vont élever, qui vont mouler, qui vont mouiller, qui vont poser, et ainsi de suite. Donc, les matériaux ici vont passer de main en main, par exemple, comme sur un tapis roulant. Et donc ici, pas besoin de machine, juste une organisation, un rythme et de la force collective. L'union. Je vous mets un extrait du film qui montre ce travail collectif sur un grand chantier d'envergure au Burkina Faso, il me semble. This is a labor method unique to African people. You can hardly see any modern machinery. Everything is done entirely by hand. For example, when transporting dirt, they actually use what looks like a human conveyor belt.
The person digging passes each shovel of dirt to the one next to them. Then it keeps getting passed down layer by layer until it reaches a wheelbarrow. No one knows how long it takes to fill one load this way. A job that 2 people could finish ends up being done by 20 people, handing it off like a relay. Even mining is done with the same inefficient method. A group of people stand on ladders, passing materials layer by layer. What's even more confusing is the way they move things, even when the destination is right next to them. They'll still shovel the dirt into a cart, walk a few steps, and dump it right beside themselves. This kind of exhausting and inefficient work really opens the eyes of anyone watching. Do you think this method is ridiculous? Feel free to leave a comment and share your thoughts. Vous venez de voir dans le film que les travailleurs sont placés en file. Et il faut savoir que cette file africaine est structurée. Il y a des chefs de chantier, des contremaîtres, des porteurs, des maçons, des équipes de soutien, des chanteurs, des batteurs. Donc, chacun tient sa place. Je vous mets un autre film qui nous permet de comparer la théorie de Femi Krasniqi et la réalité que nous vivons aujourd'hui. Le Burkina Faso, avec Faso Mebo par exemple, nous permet de mener une étude comparative. Et voici un film qui permet cette comparaison-là. Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kon jamu Africa, mom lay ñaan. Mané jamu Africa, moy suñu natangue. Voyez-vous une différence? Au-delà de la chaîne humaine africaine, il y a la musique. C'est ce que j'ajoute, c'est l'élément que j'ajoute moi aux hypothèses de Femi Krasniqi. Les chants, ici, synchronisent les gestes, donnent de l'énergie et transforment l'effort en un mouvement fluide. C'est une véritable technologie sociale. En voici un film.
Le monde les prenait pour des fous. Ils travaillent la terre à main nue, sans tracteur, sans machine, juste avec une pioche et du rythme. Ces guerriers africains se penchent et frappent le sol d'un coup sec. Ils se redressent aussitôt, parfaitement synchronisés avec le groupe. La chanson donne la cadence. Chaque geste est précis, chaque coup compte. La terre vole, l'herbe tombe, le chant se transforme sous leur effort. Ce n'est pas du hasard. Cette technique existe depuis des générations. Elle permet de couvrir de grandes surfaces en un temps record. Chaque mouvement est optimisé pour éviter la fatigue. L'effort est partagé, rendant le travail plus rapide et plus efficace. L'union fait la force. Plus ils chantent fort, plus ils travaillent vite. Ce n'est pas qu'un travail, c'est une danse, une transe. Le sol tremble sous leur énergie. Les anciens leur ont appris ce savoir. Aujourd'hui encore, ils continuent, fiers de perpétuer la tradition. Pas besoin de moteur, pas besoin d'essence, juste les bras, le cœur et une méthode qui défie le temps. Cette technique n'est pas seulement efficace, elle est une démonstration de solidarité. Chaque coup de pioche prouve la force et l'endurance de ces guerriers. Cette façon de labourer est bien plus qu'un simple geste agricole. C'est un héritage vivant. C'est la musique qui va permettre aux travailleurs de travailler et c'est les travailleurs qui vont permettre à la musique de fonctionner. C'est parce que c'est en osmose que ça fonctionne. Finalement, le travail devient une danse. Donc en fait, c'est le miroir, le reflet de ce qu'il entend. La force, c'est le fait que nous soyons différents et que nous conjuguons ensemble. Et ça, c'est vraiment l'esprit du Lassotais. Et mon aïeul disait que Tifumi qui Tifumi, qu'a souvent bail pour faire et utile. Donc que même les petites fourmis ont leur utilité dans la vie. Même ceux qui n'ont pas l'habitude, au bout d'un quart d'heure, vont rentrer en synchronisation et tout le monde aura le même geste au même moment et va poser. On va être au son, comme on dit. On est au son. On va aller au son. Furaka
katolito datuba yabu narake etanyana nare bare danjanu yele mukorai la koine sum di butongoli jao mabura fura katolito datuba. Ce que nous voyons aujourd'hui nous éclaire sur ce qui s'est passé hier. Si ces méthodes fonctionnent encore, pourquoi douter qu'elles aient permis de construire les pyramides, les châteaux forts, les murailles en Afrique? Aujourd'hui, on ne veut pas attribuer la construction des pyramides aux bâtisseurs africains noirs. Pourquoi? Parce qu'il est question du béton en fait. On ne veut juste pas avouer que les bâtisseurs africains ont découvert le béton et ils ont construit avec du béton en fait. Et donc, dans ce film de Femi Krasniqi que je vous invite à aller regarder, je mettrai le lien dans la barre de description, il met en exergue en fait, les travaux de l'égyptologue David Ovitz, au fait, qui a démontré au fait, qu'il s'agit du béton et non des pierres taillées. Donc, si vous voyez toutes les théories, au fait, il démontre peu à peu qu'on ne peut pas monter une pierre qui pèse des tonnes à une certaine distance, au fait. Donc, c'est impossible. Et donc, il démontre que ça a été coulé. Donc, voilà, ça a été coulé sur place. Et c'était le béton, en fait. Et donc, c'est ça qui pose problème parce qu'on ne veut pas avouer que c'est l'Afrique noire qui a découvert, encore une fois, le béton. À partir d'éléments pourtant basiques, en fait, qu'on trouve sur place en Égypte antique. C'est juste un mélange de composants, en fait, qui va former le ciment ou le béton. Mais bon, passons. Nous arrivons maintenant à la force de la communauté. Il faut savoir que la véritable force de construction monumentale africaine réside dans sa communauté. Dans l'Afrique traditionnelle, quand un chantier commence, tout le monde se mobilise. C'est une affaire de tous. En quelques heures, des centaines, parfois des milliers de personnes se rassemblent. La force du nombre remplace la machine. C'est la force du nombre qui remplace la machine. Et donc, l'unité devient une puissance technique. Le travail est synchronisé par des chants, portés, tirés, soulevés. Donc, chaque geste suit un rythme. Le chant motive, donne de l'énergie et crée un lien entre le corps et l'esprit. Et dans certains cas, le travail devient une danse collective. Et cette dimension culturelle n'est pas juste décorative. C'est une technologie sociale qui améliore l'efficacité du chantier. Et surtout, il y a une éthique derrière. Donc, partager l'effort, se soutenir et avancer ensemble. La construction n'est pas l'affaire d'un seul individu, elle est l'affaire de toute la communauté. C'est cette cohésion, cette discipline, cette solidarité qui ont permis à l'Afrique de bâtir des monuments capables de traverser le temps. Voilà ce qui est de la force de la communauté. Comment est-ce que la force communautaire remplace la machine? Et du coup, ce qui rend le modèle africain crédible, ce n'est pas seulement l'archéologie, donc ce qui a été fait dans le passé, c'est aussi ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, dans nos pays, les chantiers communautaires utilisent encore les mêmes méthodes que celles décrites par Femi Krasniqi. Les connaissances scientifiques, la chaîne humaine, la division des rôles et celle que j'ajoute moi, donc le chant, la synchronisation des gestes et la force collective. Donc, cette continuité prouve que ces techniques ne sont pas théoriques. Elles sont vivantes, elles sont efficaces et profondément ancrées dans les cultures africaines. Les données historiques et archéologiques confirment la même chose. Donc, rien ne pointe vers des machines inconnues ou des interventions surnaturelles. Tout montre, au contraire, une ingénierie sociale maîtrisée, basée sur la science, l'organisation, sur l'expérience transmise de génération en génération. Comprendre cela, c'est réhabiliter le génie africain, c'est reconnaître que ces monuments sont le résultat d'une intelligence collective et non d'un mystère à résoudre. Passons au point suivant, nous allons parler de technologie africaine. Donc, quand on nous parle de technologie, on pense souvent aux machines, aux moteurs, aux outils complexes. Notre conscience a du mal à imaginer une construction monumentale sans machine. Mais en Afrique, la technologie la plus puissante n'était pas la mécanique, c'était l'humain. C'était la personne humaine. Nos ancêtres bâtisseurs combinaient 4 forces essentielles, je l'ai déjà cité un peu plus haut. Les sciences, donc avec la géométrie, la métrologie, l'architecture, l'astronomie et tout ça.
les matériaux locaux, donc choisis pour leur solidité et leur durabilité, l'organisation sociale fondée sur la division du travail, la planification et la chaîne humaine, et surtout la communauté, capable de mobiliser des centaines de personnes unies par la musique, le rythme et la discipline collective. Et dans cette vision, le chant est un outil culturel qui transcende le groupe humain en une machine industrielle. La véritable technologie de l'Afrique ici, c'est sa capacité à transformer la force humaine en une puissance architecturale. Une technologie sociale, collective, spirituelle, capable d'élever des œuvres monumentales sans aucune machine. Nous venons de le voir dans les différents films présentés. Donc tous ces monuments, pyramides, châteaux forts, murailles, forteresses, sont la preuve de ce que peut accomplir une communauté organisée, disciplinée et visionnaire. En guise donc de conclusion et à la question de savoir comment l'Afrique a construit tous ces monuments sans machine industrielle, eh bien la réponse est simple. Par la maîtrise de la science, par l'organisation méthodique et par la force de la communauté. Les ancêtres bâtisseurs maîtrisaient les savoirs scientifiques. Ils savaient planifier, diviser les tâches, coordonner les équipes et gérer des milliers de travailleurs avec une précision remarquable, comme ça se fait aujourd'hui. La chaîne humaine transformait la force individuelle en une puissance collective. Les champs synchronisaient l'effort, la communauté devenait la première machine de construction. Aujourd'hui encore, ces pratiques existent. Elles prouvent que le modèle n'est pas un mythe, mais une réalité vivante. La véritable technologie de l'Afrique, ce n'est pas une machine, c'est l'être humain. Je l'ai dit plus haut. C'est la cohésion. C'est la capacité à unir des savoirs, des mains et des cœurs pour créer l'impossible. Les monuments africains ne sont pas des mystères, ce sont des preuves. Mais quel type de preuves? Eh bien, des preuves du génie social, du génie scientifique, du génie culturel d'un continent qui a su transformer l'organisation collective en un chef-d'œuvre éternel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car vous le savez, moi j'apprends également de vous. Je n'ai pas l'habitude de vous en faire la demande, mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à liker. Pourquoi je vous le demande aujourd'hui? Parce que j'ai remarqué qu'il y a un gros écart entre le nombre de vues des dernières vidéos que j'ai postées et le nombre d'abonnés qu'il y a sur cette chaîne. Donc voilà, c'était juste cela. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur les chemins des Kama.